Bonjour à tous et bienvenue pour le morning meeting d'EliFX de 11 h. Nous sommes mercredi 23 octobre. Bonjour Roby, bonjour Bruno, Bob, Guy, Benoît, Ludo. Alors on me dit que le son et l'image sont ok. Hop là. Tac. Bonjour Bruno, bonjour Minichaps, bonjour Daniel, bonjour Marco, bonjour Benoît, bonjour Panthère. Donc bienvenue pour le morning meeting d'EliFX de 11 h. Nous sommes mercredi 23 octobre et il y a du mouvement sur les marchés. Rebond du dollar, consolidation de l'euro, avalement baissier de la livre, retournement de la UD potentiel ainsi que du NZD. Les pétroles continuent leur chute, les matières premières consolident après l'envolée d'hier. Et les indices, nous faisons face à des prises de bénéfices. Peut-être que le marché a enfin compris que quand les États-Unis créent 140 000 emplois au lieu d'en créer 180, c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être que les marchés seraient redevenus perspicaces et intelligents. Nous verrons ça dans les séances à venir. Alors, bonjour à tous. Donc je vois que tout le monde est là. Virox, Halloween, Pierre, Fred, son et image ok, c'est parfait. Alors avant toute chose, un petit avertissement, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Le morning de ce jour sera extrêmement court, parce que ce que je pense, je le répète depuis des séances, et ça pourrait prendre forme maintenant, ça pourrait prendre forme plus tard, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que hier, quand le NFP est sorti inférieur aux attentes, les marchés ont vendu du dollar, sauf que il y a un moment où il faut arrêter, parce que le dollar arrive dans des zones de soutien de moyen terme. Le fait que les chiffres soient mauvais, c'est mauvais, et ce n'est pas bon pour les indices. On ne devrait pas avoir des indices qui montent comme des débiles. La seule raison qui fait que les indices sont montés hier avec un NFP inférieur aux attentes, c'est le fait que les opérateurs misent sur une continuation du quantitative easing. Je ne vois absolument pas en quoi c'est qualitatif et positif pour l'avenir. Mon avis de moyen terme sur le dollar index, c'est qu'il va monter à 11 000 points. C'est que tant que les 10 200, 10 250 points, zone de moyen terme de soutien que je vous ai montré hier, qui est cerné ici en bleu sur mon graphique, on va mettre du violet, zone de violet ici sur mon graphique, tant qu'on tient cette zone-là, je pense qu'à moyen terme, le dollar est dans une consolidation avant de repartir à la hausse en direction de nouveaux sommets annuels. Je suis complètement bullish sur le dollar. Et je vous expliquais que je suis d'autant plus bullish sur le dollar que l'euro-dollar est arrivé dans la zone 1,37, 1,38, la livre est sous les 1,63, l'AUD a fait un rebond de 800 points depuis les 0,89 et fait face à des résistances hebdomadaires, et le NZD à 0,85 est dans la zone de vente de la RBNZ. C'est la raison pour laquelle, encore hier, plutôt que de couper mes positions et de me dire zut, j'ai un scénario qui n'est pas bon, je me suis dit c'est le dernier excès. J'ai allégé, coupé certaines positions à la statistique et je les ai repris plus haut. Et j'ai donc hier après-midi repris une vente swing sur l'euro, gardé ma vente swing sur la livre, rentré en vente swing sur l'AUD puisque je n'y étais pas. J'ai pu rentrer à 96,50 et 97. Et j'avais toujours ma vente à 0,85, 0,5 sur le NZD. Vous voyez en fait à quel point, et le NZD est parlant, à quel point hier peut-être les marchés ont donné des faux signaux pour
enfumer les acheteurs de paires en dollars. Regardez, le NZD, il est parti à la hausse, il a fait de nouveau plus haut pratiquement annuel, mais les plus hauts annuels sont ici, donc c'est des plus hauts de 6 mois, et hop, il est reparti à la baisse. Donc en fait, ils ont séché les vendeurs en montant plus haut que de mesure hier, on a stoppé les vendeurs, il y a des acheteurs qui sont passés dans le marché, et pan, retournement baissier. Résultat, ceux qui n'étaient pas vendeurs avec des stop larges se sont fait sortir, et ceux qui ont payé tout en haut se sont fait coincer. C'est là où, évidemment, il n'est pas évident de tout simplement de savoir ce qu'il fallait faire hier. Hier, j'ai dit les débutants, vous sortez, et ensuite les expérimentés, je pense qu'ils ont bien compris que autant l'euro est fort, autant la livre, voilà, on l'achète pas au-dessus d'un 62,30, autant l'AUD, on l'achète pas à 0,97 alors qu'il vient de prendre 800 points et que Adrien, qui était vraiment le plus haussier d'entre nous sur l'AUD, était sorti. Et puis le NZD 0,8550, c'est la zone de vente de la RBNZ, et vous voyez, regardez à quel point l'analyse technique c'est magnifique. Regardez ce canal haussier qu'on avait ici en 2012 sur le NZD, on en est sorti par le bas, on est revenu faire un pullback dessus, et pour moi ça c'est potentiellement un point haut de moyen terme, et derrière on repartirait à la baisse sur le NZD. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je le dis maintenant, il y a une section sur le site qui s'appelle Avis d'analyste. Dedans, vous retrouvez les positions de chacun des analystes. Quand vous cliquez ici sur Avis d'analyste, tout voir, donc vous voyez tout pour la journée. Vous pouvez revenir sur la veille. Et donc, vous pouvez revenir sur la veille. Donc là, je reviens au 22, je reviens hier. Et hier, je vous ai fait tout le récapitulatif. Euro, vente 1,3585 coupé en perte de 10 pips, reprise à 1,3755. GBP pas bougé. AUD rentré à 0,9675 de moyenne. NZD j'ai pas bougé. L'USD 4 je suis toujours long. Les indices, j'ai repris du CAC, j'ai renforcé le SP, j'ai gardé l'IBEX, le Dow Jones, le Nasdaq, j'ai absolument pas bougé. Le NZD CAD, j'avais dit mettre stop 0,8750, je l'ai repris, je l'ai annoncé sur Twitter ainsi qu'ici. Et l'or, j'étais acheteur à 1321 et 28, prix moyen 1324 et j'ai mis mon stop à 0. Donc hier, alors que le dollar chutait, alors que les paires en dollars grimpaient, je ne me suis pas dit c'est un signal acheteur des paires en dollars, je me suis dit c'est peut-être le dernier piège majeur sur ces paires-là avant une éventuelle consolidation, correction de moyen terme. Alors pour l'instant rien n'est fait. Pour l'instant, on a tout simplement une consolidation du dollar dans la baisse et une consolidation de l'euro, de la livre, de l'AUD et du NZD dans la hausse. Mais je pense, comme je vous l'ai expliqué ces derniers temps, eh bien que l'AUD 0,96, 0,97, faudrait peut-être pas oublier que c'était les anciens plus bas et que c'est une zone de résistance majeure datant de juin 2012. Faudrait pas oublier que la RBNZ vend du NZD au-dessus de 0,85. Faudrait pas oublier que la livre n'a jamais dépassé 1,63 depuis 2 ans. Faudrait pas oublier que l'euro-dollar a 1,37, 1,38. Et là, je vais aller prendre un peu de recul sur la situation. Vous voyez, si on ne prend pas les mèches en considération sur l'euro-dollar à long terme, on a une oblique qui passe par tous les plus hauts ici sur l'euro-dollar depuis maintenant, donc janvier 2012, donc presque 2 ans. Et tant qu'on sera là-dessous, je serai baissier. Voilà. Donc oui, il y a une tendance haussière. Oui, on est bien monté ces derniers temps. Moi, mon avis, c'est que le dollar va reprendre du poil de la bête et que Draghi va lancer un LTRO en Europe et que ceci fera baisser potentiellement l'euro-dollar. Parallèlement à ça, ce sera soit de la version au risque, soit de la baisse du quantitative easing aux États-Unis qui fera monter le dollar. Donc on aurait une baisse de l'euro et une hausse du dollar à venir dans les 6 mois à venir. Tel est mon scénario, raison pour laquelle je suis donc vendeur de l'euro. Sur la livre, je suis vendeur tant qu'on est sous les 1,6250, 1,63. Sur la UD, je suis vendeur sous les 0,9770. Sur le NZD, je suis vendeur sous 0,8550. Et en parallèle, je suis bien évidemment acheteur du dollar. Pour que les choses se confirment, il faudra que le dollar index clôture au-dessus des 10 400 ce soir et reprenne rapidement les 10 440
40 points, soit les plus hauts, enfin les 10 435, 10 440, soit les plus hauts des dernières séances. Ça validerait le retournement du dollar à court terme. C'est le scénario que j'escompte. Et vous voyez déjà les flèches du dollar sur mon graphique. C'est ce que je prévois à moyen terme. Donc, acheteur dollar, vendeur euro, vendeur livre, vendeur AUD, vendeur NZD. Sur les paires en yens, même si je suis acheteur de dollars, je ne suis pas acheteur d'USD yen. Pourquoi? Eh bien parce que si les indices se boitent, il y aura de l'aversion pour le risque. Et s'il y a de l'aversion au risque, eh bien il y a hausse du yen qui est un refuge. Or le yen ne s'est pas apprécié depuis des mois parce que il y a le plan qui a été mis en place par la Banque centrale du Japon pour faire baisser ce dernier. Mais je pense que si aversion au risque il y a sur les marchés, le yen retrouvera son statut de valeur refuge, auquel cas l'USD yen ne monterait plus parce que l'USD tiendrait certes, mais le yen monterait plus vite que l'USD et donc on aurait un USD yen qui baisserait. Donc je mets de côté mon scénario USD yen. Le scénario haussier USD yen aurait pu fonctionner, je pense, si les marchés ne chahutaient pas. Voilà. Si on était resté dans les équilibres habituels de ces derniers mois, de ces dernières semaines, tout irait bien. Et ce sera peut-être le cas. Peut-être que les indices vont tenir, voire continuer à monter, auquel cas le dollar pourrait se reprendre contre le yen. C'est pas mon avis. Moi je pense que les indices, comme je vous l'ai expliqué, arrivent dans des zones hautes, des zones dans lesquelles on a 5 à 10, voire à 15% de consolidation possible. Si tel devait être le cas, on aurait de l'aversion pour le risque, on aurait une hausse du yen, on aurait une baisse de l'USD yen et une baisse de l'ensemble des paires en yen. Regardez pourquoi je vous ai expliqué ces dernières séances qu'il ne faut pas jouer forcément l'euro-yen et GBP yen à la hausse si on est acheteur du USD yen. Et bien tout simplement parce que d'une part, l'USD yen il était un petit peu fébrile, et d'autre part quand l'USD yen consolide mais qu'en parallèle l'euro dollar et la livre dollar baissent, l'euro yen et la livre yen se font plier en quatre. Et donc on voit qu'entre hier et ce matin, l'euro yen perd 200 points en ligne droite. Donc l'euro yen, encore une fois, c'est une belle dynamique haussière, c'est un beau canal haussier, il y a des supports. Si vous avez envie de payer les supports, faites-le, mais de là à payer les cassures de résistance, non merci. Pareil sur GBP yen. GBP yen est revenu sur ses plus hauts annuels en fait et a fait un magnifique échec sous les 159,50 qui étaient les plus hauts annuels en cours de clôture. Je suis plutôt baissier à moyen terme sur l'euro yen et la livre yen, car je suis baissier à moyen terme sur l'euro dollar et la livre dollar, et je pense que l'USD yen pourrait ne pas tenir, comme je vous l'ai expliqué avec mon raisonnement mon raisonnement par rapport à l'aversion au risque. Concernant l'USD CAD, faites attention, il y a des statistiques cet après-midi, mais sinon l'USD CAD c'est très simple. Tant qu'on est au-dessus des mêmes 200 et de l'oblique de moyen terme, le scénario c'est la hausse. Voilà. Donc je suis acheteur à 1,03 et je m'attends à ce qu'on tienne les mêmes 200, que le dollar remonte, que le CAD baisse car il est impacté négativement par la baisse du pétrole. Je suis baissier sur le pétrole, je suis haussier sur le dollar, donc je pense que l'USD CAD va s'apprécier à moyen terme de nouveau en direction des 1,06 voire plus. Les pétroles les voici, Yuka Oil est en train de fléchir et de casser MM20, je pense qu'il va revenir vers 107 puis 106. Sur US Oil c'est la Bérésina, c'est la perdition. On a cassé les 100, on a accéléré. Aujourd'hui on arrive sur 97,50, je vous avais dit que c'était une zone à surveiller, mais étant donné qu'on est déjà à 97,50 et que les indices ont à peine commencé de chuter, je pense que le pétrole va continuer en ligne droite, direction 90 $. Le pétrole, le WTI est dans un canal haussier de moyen terme. Je pense que la fête est finie et que après avoir cassé la zone de congestion qu'on a eue ici entre 101 et 104, on devrait partir à la baisse direction les 90 $. Et pour ceux qui auraient lu les prévisions trimestrielles d'ADFX de Vincent Gann, à moyen long terme, revenir à 80-85 $ n'est absolument pas inconcevable, d'autant plus que les indices ont de la marge à la baisse. Concernant les matières premières, le copper donne un faux signal de hausse. L'argent est sorti de sa zone de consolidation mais peine à confirmer. Et l'or, je trouve ça
un peu mou aussi. Alors pour l'instant ça reste un pullback sur 1330, c'est une hausse construite. Mais, si le dollar devait fortement se reprendre comme je l'escompte, l'or aura du mal à monter puisque l'or est coté en dollars et donc inversement corrélé à ce dernier. Donc je reste acheteur sur l'or. Je pense qu'Adrien vous a donné des très bons points d'achat, notamment les 1313 sur MM20, puis la cassure des 1328. J'ai moi-même acheté 1321 et 1328, j'ai un prix de revient de 1324,50. Je suis juste un tantinet prudent, et même si je trouve ça joli, je n'écarte pas un faux signal haussier hier et une retombée des cours. Et donc j'ai mis mon stop à 0 à 1324 et si rapidement l'or repasse sous 1330 et devait par la suite casser MM20 à 1310, je n'hésiterai pas à repasser vendeur sur le métal jaune car en fait il reprendrait sa tendance baissière et il ne faut pas oublier que le rebond de l'or ces 6-7 dernières séances n'a été dû qu'à une seule chose, la chute drastique du dollar de ces 6 dernières séances qui je pense était peut-être la dernière forte phase de baisse du dollar pour les semaines à venir. Donc si la seule raison qui a fait monter l'or c'est les décalages baissiers du dollar et que pour moi le dollar est sur support, l'or aura du mal à monter et c'est ce que je voulais vous expliquer ce matin. Concernant le gaz, j'ai pas d'avis particulier, je pense qu'il devrait à terme de toute façon repartir à la baisse. Concernant le Bund, objectif atteint, hier je vous ai dit si les indices devaient chuter et même de toute façon si le Bund casse les 140,20 on devrait foncer direction 141. On a retrouvé les 140,80 soit les plus hauts du mois de septembre dernier. Hausse du Bund, donc aversion au risque sur les marchés, donc baisse des indices qui est en cours. Est-ce que c'est une consolidation légitime ou est-ce que c'est le début d'une correction? Je pense que c'est le début d'une correction. On a atteint 8900 sur le DAX, 4300 sur le CAC, 1750 sur le SP500, ce sont de très beaux chiffres ronds. Je vous rappelle quand même qu'on a atteint ces chiffres ronds hier alors que les États-Unis publiaient un chômage pourri. Donc je veux bien que les marchés considèrent que des statistiques mauvaises, ça veut dire que le quantitative easing va continuer et ça veut dire que l'on soutient les marchés, mais le quantitative easing ça veut dire soutien. Ça ne veut pas dire hausse forcément automatique des marchés. Donc je pense qu'effectivement les quantitative easing japonais et américains seront en soutien quand les marchés lâcheront, mais que ça ne permettra pas aux marchés financiers de continuer de monter ad vitam aeternam dans les semaines à venir, d'autant plus que les chiffres macroéconomiques sont pourris. J'ai défendu l'avis haussier sur le dollar index pendant plusieurs séances ces 2 dernières semaines. J'ai défendu mes avis baissiers sur le CAC ces 2 derniers mois parce que à partir du moment où on est passé au-dessus des 4000 points, pour moi c'était une alerte sur le CAC 40. Oui, je n'ai pas acheté de CAC au-dessus des 4000, 4100 pour viser 4300, je suis un méchant vendeur. Mais c'est parce que pour moi, encore une fois, le potentiel baissier est bien plus grand que le potentiel haussier et que ma volonté est de protéger mes clients et lecteurs. Donc même si j'aurais induit certains à shorter trop tôt, quoique ils ne l'auront pas forcément fait s'ils ont un peu écouté la façon de faire que j'ai proposée à différentes reprises dans mes analyses, eh bien, je préfère avoir ce statut-là que le mec qui passe à la télé et qui dit « Tout va bien, achetez du CAC à 4300, on va à 4500 ». Je suis désolé, ce ne sera jamais le cas. Donc j'ai vendu hier du CAC 40 comme un âne à 4295, j'ai rentré 8 positions vendeuses, je vous ai averti, le SP500 j'ai renforcé à 1455, 1458, mon prix de revient est de 1453, le Nasdaq j'avais déjà vendu à 3358 avant-hier, je suis toujours dedans, le Dow Jones j'étais vendeur à 15 412, il m'a fait peur hier, j'ai failli sortir, mon stop était à 15 530, je ne suis pas sorti, je suis toujours dedans et désormais en gain. Et l'IBEX, je suis vendeur à 9 980 points et je gagne 150 points. Donc je suis vendeur et en gain sur le CAC, le Dow, l'IBEX, le Nasdaq et le SP500. Je suis vendeur de ces 5 indices, j'ai déjà renforcé sur le CAC.
et je compte placer des renforts vendeurs en cas de cassure des plus bas du jour. C'est-à-dire que si l'IBEX casse les 9790, si le Nasdaq casse les 50%, donc les 3332, si le SP500 casse les 1740, je renforcerai sur chacune de ces positions et je tenterai une quintuple pyramide, donc en fait une pyramide vendeuse sur ces 5 indices en parallèle. Je vous avais promis que si j'attrapais un point haut à un moment, je ferais une pyramide, et bien là je vais faire une pyramide et je vais la démultiplier par 5 indices différents afin que les traders des différents indices aient mes points et afin que les plus gourmands puissent littéralement se gaver si ça devait fonctionner. Pour le moment, les indices restent bien évidemment aussi à moyen terme, restent aussi en journalier, n'ont fait qu'échouer que sous des résistances et des seuils clés psychologiques. Ce sont des consolidations légitimes, ce sont des consolidations qui peuvent durer 1, 2, 3, 4, allez 5%. Au-dessus de 3, 4%, 5%, ça deviendra quand même de la correction et potentiellement de la correction de moyen terme. C'est en tous les cas mon avis. Je vous remonte ne serait-ce qu'un graphique. Voici un graphique du SP500 sur les 5 dernières années. Nous avons ici un graphique du SP500 sur les 10 dernières années. Je vais donc faire le débile. Nous avons ici entre 1994 et 2000 une phase de hausse qui a duré 6 ans. Nous avons ici entre 2000 et 2002 une phase de baisse qui a duré 2 ans. Nous avons ici entre 2002 et 2007-8 une phase de hausse qui a duré 5-6 ans. Nous avons ici une phase de baisse qui a duré 2 ans. Et nous avons ici une phase de hausse qui a duré pratiquement 5 ans et qui nous a emmené vers des nouveaux plus hauts historiques sur le SP500. Or, à chaque fois que le SP500 a dépassé ses plus hauts historiques précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Une correction majeure de 2 ans. Je suis donc un grand vendeur de moyen long terme. Je pense que les indices américains ont peut-être 5, 7, 10% à gagner au maximum si tant est qu'ils doivent continuer à monter. Et je pense que ces derniers ont au minimum 30% de correction à faire. Ça me semble simple comme bonjour. Je comprends pas en fait pourquoi je suis un des seuls à le penser. Je comprends pas. On a des phases de hausse de 5 ans, des phases de baisse de 2 ans. Ça fait... On est à la 3e phase de hausse en 19 ans. On a fait une hausse irrationnelle de 200% des indices américains avec des chiffres économiques bien inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 6 ans en 2007 quand on était au top. On a des résultats d'entreprises qui sont en baisse, on a un ralentissement de l'économie américaine à cause du shutdown, on a encore un chômage élevé, on a des bilans d'entreprises qui nous montrent que les entreprises continuent de faire des gains mais qu'elles le font non pas en améliorant les marges mais en supprimant des emplois. Je sais que je ne peux qu'avoir raison dans le fond à moyen terme, que ça prendra le temps qu'il faudra et que j'aurais utilisé un money management drastique pour ne pas me faire avoir si ça devait continuer à monter, mais je ne comprends pas comment 90% des opérateurs qu'on entend à la télé, sur internet et dans les conférences peuvent continuer à être aussi haussiers, les yeux fermés, dans un marché qui a autant monté avec des fondamentaux aussi pourris. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, je vais pyramidaliser les indices, et s'ils perdent 20%, ne venez pas vous étonner. USD HKD, j'ai rien de spécial à dire, l'euro CHF non plus, le NZD CAD n'a que ce qu'il mérite, et je félicite Romain pour avoir tenu le choc hier, et je vous réitère mon biais baissier sur cette paire, et Karen à charge de revanche. Sur ce, j'ai terminé pour le morning meeting. Oui, l'euro est très fort et peut aller faire des nouveaux plus hauts. Oui, la livre n'a pas cassé 1,61 et pourrait continuer de monter. Par contre, sur l'AUD et le NZD, faire très attention car l'AUD et le NZD sont deux paires qui sont très corrélées à la notion de risque. Et donc, si les indices baissent, l'AUD et le NZD couleront et peut-être que l'euro et la livre ne suivront qu'ultérieurement étant donné leur surperformance
et leur moindre corrélation au risque. Pourquoi est-ce que l'AUD et le NZD ont des corrélations fortes au risque? Parce que ce sont des monnaies qui ont des taux d'intérêt de 2,5% et donc ce sont des monnaies utilisées par les gros investisseurs pour faire du carry trade, c'est-à-dire que les gros investisseurs vont emprunter en yens ou en dollars à des taux très faibles pour les placer en dollars australiens et en dollars néo-zélandais, ce qui fait monter ces monnaies. Le problème, c'est que quand il y a de l'aversion au risque, eh bien ces monnaies sont d'autant plus sensibles et repartent dans l'autre sens puisque les investisseurs retirent leurs billes. Donc si les indices confirment, l'AUD et le NZD seront les premières victimes et la livre et l'euro ne feront que suivre par la suite. Voilà. Je vais maintenant répondre à vos questions avant de terminer ce morning meeting. Je voulais juste rappeler quelque chose pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vais vous sortir ma vidéo short qui peut que j'ai enregistrée le mois dernier. C'est une vidéo qui est bien évidemment toujours d'actualité puisque c'était un scénario de moyen long terme. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à la voir et tous ceux qui l'ont vu à potentiellement la réécouter. Je disais bien que le CAC 40 pouvait monter à 4300-4400 points, que le SP500 pouvait aller faire de nouveau plus haut. Je disais tout ça, mais ça ne changeait en rien ma vision des choses pour le moyen long terme. Je suis encore une fois désolé si je n'arrive pas à grappiller les 2, 3, 5, 10% de hausse sur les indices français et américains, mais non, ça ne m'intéresse pas d'aller grappiller les 2, 3, 5, 10% de hausse sur des indices qui, je pense, ont 20 à 30% à perdre dans une optique de moyen terme. Ceci étant chose dite, je vais passer à vos questions. Merci Virox de ton commentaire. Alors, Virox me dit, je trouve quand même que le CAC me tient pas mal ce matin. Alors, on va pas commencer à dire que le CAC tient bien quand il baisse de plus de 1% et qu'il a un gap baissier. Enfin, c'est juste exemplaire si vous voulez comme situation. Il perd rien le CAC. Là n'est pas la question. La question c'est comment est-ce qu'on a fait ce point haut. On a frôlé les 4003 avant-hier. Hier, avec un chômage américain pourri. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, avec un chômage américain pourri, on aurait fait -2. Avec un chômage américain pourri, les investisseurs ont quand même payé et ont fait dépasser les 4300. L'ensemble des produits à échéance et à barrière désactivante type Varan, Turbo et certificats ont été désactivés par les banquiers à 4300. On a clôturé relativement haut et on ouvre avec un gap baissier ce matin. C'est-à-dire que tous les acheteurs des 3 dernières séances sont bloqués à l'achat et tous ceux qui ont payé la cassure des 4300 sont bloqués et ne peuvent plus que prier. Donc on va stabiliser sur 4250, 4260 et si le scénario baissier devait se confirmer, ce que je pense qu'il se passera, alors quand on cassera les plus bas, les 4250 et les plus bas respectifs sur chacun des actifs américains, alors il y a tous les stops des acheteurs d'hier qui vont passer et qui vont grossir le mouvement. J'avais aussi une discussion importante ce matin avec mon équipe concernant le CAC et concernant l'euro. On parlait du SSI et le fait que le SSI est un très bon indicateur. Je rappelle que le SSI montre le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Or, on regarde le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs chez les particuliers. Donc, les particuliers, on part du principe qu'ils ont tort dans la majorité des cas. Les particuliers sont vendeurs sur l'euro-dollar et sont vendeurs sur les indices à 80-90%. Qu'est-ce qui fait que je pense que le SSI ici pourrait se tromper ou bien se retourner? Eh bien, le concept est le suivant. Sur l'euro-dollar, quand vous avez 55, 60, 65%, 70%, 75%, 80% à la grande limite, alors vous avez donc une majorité de vendeurs et le marché monte. Mais quand vous arrivez dans du 80 à 85% sur l'euro, vous êtes dans des données historiquement élevées. Quand vous êtes à du 90% de vendeurs sur les indices, vous êtes dans des données historiquement élevées. C'est dans ce genre de situation que les marchés font des excès haussiers, afin de stopper cette majorité, cette grande majorité de vendeurs. Donc une séance comme hier sur le SP500, vous aviez à 1745, 90% de vendeurs. Vous aviez énormément de gens avec des stops au-dessus des 1750. C'est pour ça que le marché a explosé, a tué les vendeurs, a stoppé une grande majorité de ces 90% de vendeurs. Et si maintenant on devait partir violemment à la baisse, ces mêmes vendeurs qui sont des particuliers et qui sont donc généralement dans le mauvais sens, ne se remettraient pas à la vente, mais se placeraient à l'achat.
et permettrait une inversion ultra rapide du SSI. Croyez-en mon expérience, ça fait 4 ans que j'utilise cet indicateur, j'ai jamais vu des SSI aussi historiquement élevés sur l'euro et les indices conjugués. Je pense donc de ce fait que ces SSI ne veulent pas dire attention, on a des grosses majorités vendeuses sur l'euro et les indices, ça peut continuer de monter. Pour moi, ça veut dire tout comme les niveaux de valorisation des entreprises historiquement élevés, tout comme les niveaux techniques historiquement élevés, le SSI arrive dans des niveaux historiquement élevés, et ce ne sont donc pas des zones d'achat, mais des zones de renversement à tout moment. Le fait est, c'est qu'il y a des dynamiques haussières derrière et que les renversements ne se feront pas facilement. Est-ce que l'euro passera par un 39 ou un 40 ? Est-ce que le CAC cassera par 4350 ? Encore une fois, cela ne me dérange pas, cela ne me gêne pas. La patience est une des plus grandes qualités des investisseurs en bourse. Je ne suis ici plus dans des optiques d'intraday ou de swing, je suis dans des optiques de moyen terme, je suis donc pas à 100-150 points près, j'opère avec des leviers faibles et des stops très larges, et j'ai un scénario, et c'est le mien, je l'aime, et je le suivrai, parce que quand on a un plan, on le tient. Je vais maintenant répondre à vos questions. Galant dit je passe vendeur sur la livre sous 1,6110. C'est ça, la livre passerait dangereusement baissière sous 1,6110. Steph me dit faut-il attendre un retour de l'or sur le support à 1328 pour entrer en long. Il y a le support à 1328, 1330. On a fait 1329,75 ce matin. Est-ce qu'en fait on s'arrête à ce niveau-là et on repart ? Peut-être. Comme je vous l'ai dit, je suis méfiant sur l'or. Je suis toujours acheteur. Tout repli entre 1325 et 1330 pour ceux qui ont un scénario haussier qui part du principe que la hausse devrait perdurer, eh bien c'est une zone d'achat éventuelle. Visiteur me dit c'est vraiment pas sympa puisqu'ils ont fait ça dans la nuit. Oui, bah c'est pour ça que j'ai tout shorté hier après-midi, que je vous ai fait un point spécial de mes positions à 18 h et que j'en ai parlé partout sur le forum. Je peux pas faire plus. Green Can me dit merci Nicolas, je suis ton scénario indice et dollars depuis un bon moment. Cette persévérance est une leçon de trading formidable. Vendeur SP500 à 1759.1. Oh purée. On a fait 1760.1, donc t'es rentré à 0.6 pip du plus haut du dos de USP. T'as vendu le CAC à 4301 et l'eurodoll à 37,85. Ok, bah ça c'est juste du travail d'artiste quoi, c'est magnifique. Panthère, dans la journée hier, je n'ai entendu personne dire je sors mes achats ou je passe à la vente swing. Panthère, je ne parlais pas des membres, je parlais de tous les mecs sur Twitter qui me les brisent. Parce que sur Twitter, on a une apparition d'une nouvelle race. Ce sont les nouveaux boules. Les nouveaux boules, ils ont apparu, en fait, ils sont apparus vers le mois d'août, vers 4100. Et les nouveaux boules, c'est des mecs qui n'ont pas payé les 3000, qui n'ont pas payé les 3005, qui n'ont pas payé les 3007, mais ils ont payé les 4100 en se disant on va à 4003, voire à 4005. Les nouveaux boules, pour moi, c'est ce qu'on appelle les moutons. C'est ceux qui achètent au-dessus de 4100 pour viser 4003, qui ne sortent pas à 4003 parce qu'ils visent 4005, qui au final se feront sortir à 4100, voire en perte. C'est ceux qui tous les jours viennent me casser les pieds à me dire que mon scénario baissier des indices ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas car les banques centrales sont là. Et c'est les nouveaux boules que je me ferai un plaisir d'emplâtrer avec de belles pyramides vendeuses sur les indices quand ça prendra. Je ne parlais évidemment pas des super membres du forum dont tu fais partie, Panthère, et d'en font partie d'autres qui ont shorté des très bons points. Je mettais juste les points sur les i sur Twitter parce que en fait, vous remarquerez que la dernière fois c'était la même chose quand le CAC était... Et c'est vraiment génial, hein, les réseaux sociaux pour ça. Le soir de la Fed, le 18 septembre dernier, quand ça a explosé à la hausse, j'ai vendu tout en haut. Et c'est le soir où tous les acheteurs de moyen terme étaient là, on a gagné, la Fed est là, le quantitative easing continue, les vendeurs, vous êtes des cons, etc. Résultat, c'était un point haut, on a baissé pendant 15 jours. Et bien hier, j'ai eu une somme de détraqués acheteurs pratiquement aussi grande que le 18 septembre dernier, et ils étaient tous haussiers, ils étaient tous là, on va à 4005, c'est haussier, pourquoi tu vends, etc. Et quand j'ai une somme de moutons aussi forte, c'est génial, ça me donne des signaux, et alors là, mais je reprends toute notre position sur indice, et en plus je les double.
J'en prends une petite ligne pour eux en dédicace. Vous voyez. Virox me dit, peut-on shorter le NZD4 maintenant? Virox, ne cherche pas le bâton pour te faire battre, tu es débutant donc je vais être gentil. On a donné l'alerte il y a 5 jours, on en a parlé il y a 4 jours, il y a 3 jours, il y a 2 jours, hier encore et ce matin. On a déjà dit qu'il faudrait vendre cette paire-là tout en haut parce qu'elle aimait bien retourner vers ses plus hauts. Un rebond vers 0,87, 0,8720 serait pas mal pour vendre puisque c'est une paire capricieuse. Regardez en fait le top qu'on a fait ici. Le top ici on a perdu 400 points, on en a repris 300 avant de chuter. C'est pour ça que je vous dis de faire attention avec les renforts parce que si vous faites trop vite baisser votre prix de revient, s'il y a rebond avant chute, vous ferez avoir. Donc vendez bien sur les éventuels rebonds. Et voilà, on l'a répété 5 jours, ceux qui ont vendu se régalent et ceux qui n'ont pas vendu cherchent des points d'entrée, bah attendez 87, 87, 20. Mais on vous a fait l'alerte et on vous a dit, et je vous ai dit hier qu'en plus Karen avait fait une alerte pour dire attendez un signal, et moi je vous ai dit non, n'attendez pas un signal, vendez tout en haut. Donc quand on est allé tout en haut, hier, bah c'était encore une opportunité de vente. Et quand on est revenu à 0,9770, je vous ai dit super, ceux qui n'ont pas vendu NZD-CAD ont maintenant l'opportunité de le faire. Et ben c'est à ces moments-là que en trading, il faut avoir non pas une paire de, vous me suivez, mais faut pas se poser de questions. Support, résistance, tendance, scénario, on est sur le point, je rentre, je mets mon stop, je mets mon objectif, point à la ligne. David me dit bonjour, du coup je fais quoi avec mon buy USD-Yen, actuel stop à 96,4. Si vous êtes actuellement en buy sur l'USD-Yen avec stop à 96,4, c'est que vous avez suivi le scénario de Vincent selon lequel tant qu'on est au-dessus de 96, 80, 97 ça peut monter. Pour l'instant le support n'a pas cassé, pour l'instant les indices ne sont pas partis à la cave, donc la version au risque n'est pas montée, donc l'USD-Yen peut encore monter. Donc vous avez une position, vous avez un scénario, vous avez trouvé ce scénario valide, vous avez voulu le suivre, et bien continuez de le suivre jusqu'à son invalidation. Et si vous avez peur que ce scénario soit invalidé, vous pouvez déjà alléger la position, et ou vous pouvez par exemple shorter un indice en parallèle. Comme ça, si les indices lâchent et que votre USD-Yen lâche, et bien vous aurez un short sur les indices qui palliera à votre scénario. Vincent, lui, par exemple, est short sur le SP500 depuis hier à 1752 et est acheteur du USD-Yen moyen-long terme. Si son achat USD-Yen moyen-long terme ne fonctionne pas, il perd 100 points, mais en parallèle, il aura son short SP500 qui devrait lui rapporter pas mal du tout. C'est là où la diversification peut être la clé de l'investissement. Et si vous avez des doutes sur le rebond de la paire USD-Yen mais que vous avez envie de jouer la hausse du dollar, vous pouvez faire comme moi, comme Vincent également, vous pouvez acheter du dollar index directement. Jean-Baptiste dit, cela arrive très souvent que les bons fassent une journée négative et les indices aussi. Non, ça n'arrive pas très souvent. Et donc hier, quand on a eu une hausse du Bund et une hausse du CAC, c'était quand même symptomatique d'une désynchronisation, d'un décalage. Je ne sais pas si vous la voyez là, mais en un quart de seconde, je l'ai vu. Il y a une ETEI potentielle sur le Bund avec objectif report de 200 points, donc 142,80 en objectif théorique. 15 Cantal dit le vrai niveau du CAC dividende réinvesti est de 9400. Merci de cette précision 15 Cantal. Effectivement, je vous en ai parlé à plusieurs reprises du CAC avec réinvestissement des dividendes. J'ai bien aimé, enfin ça m'a fait rire, les graphiques de Zekritech sur le forum, et certains aussi utilisaient ces graphiques. Alors je suis désolé si je me moque un petit peu, mais vous tracez tous en fait une oblique baissière comme ça sur le CAC à long terme. Vous avez tous tracé un range entre 4000 et 3000, et puis tout le monde disait si ça casse, ça monte et on va à 5002, on rejoint l'oblique. Mais ce 440 là, il veut pas dire grand chose, parce que ce 440 là, eh bien c'est le CAC sans réinvestissement des dividendes. Avec réinvestissement des dividendes, faudrait peut-être vous réveiller, le CAC il est ici. Il est à 9000. Vous comprenez mieux pourquoi je suis comme un fou à voir ces marchés continuer de monter et à penser que ça pourrait continuer de monter. Le CAC réinvesti des dividendes est à 9000 points. C'est du grand n'importe quoi. Réveillons-nous.
Edouard, demain jeudi 24 octobre, effet psychologique pourrait aider les bières. Répète de 1929. Oui, non, ça, je ne sais pas, peut-être, je l'espère, mais non, je ne fais pas de parallèle avec les dates historiques de la sorte. Panther me dit j'ai vendu l'Ibex à 10 000, 10 029 et 10 044. C'est scandaleux, Panther, parce que tu suis mes positions, sauf que tu prends des points de vente encore meilleurs que les miens. Je demande réclamation. Pouvez-vous donner votre avis sur l'AUD NZD? Non. Je n'ai aucun avis sur cette paire, je la trouve molle et elle m'intéresse guère. On est dans des marchés où potentiellement on a des dynamiques qui vont se mettre en place sur des paires en dollars et les indices. Donc il y aura bien mieux à faire que l'AUD NZD. Si vous voulez en discuter, vous pouvez retrouver certains des analystes de l'équipe sur le forum qui suivent cette paire et qui en parlent. Me concernant, je ne suis pas dessus, je la connais pas, elle ne m'intéresse pas. Ludo Laroche dit euro-yen biseau ascendant. Alors, je vais le montrer. Voilà le biseau ascendant qu'a Ludo. Donc effectivement, retour à 128 potentiel. Donc je rappelle que Ludo Laroche, donc Ludo c'est un super membre qui passe nous voir régulièrement sur la file euro-dollar. Et que Ludo a sorti l'ensemble de ses achats hier et est passé vendeur sur cette configuration de l'oblique qui passe par tous les plus hauts depuis 1 an et demi. Rendons à César ce qui est à César. Ludo, moi j'avais le canal haussier, mais cet oblique orange je te l'ai emprunté puisque comme d'habitude tu as posté un graphique de très très bonne facture. Jean-Philippe me parle de GBP AUD, mais c'est pas le moment de trader les paires croisées, d'accord? GBP4, GBP AUD, Euro NZD, tout ça ce sont des paires croisées. Je pense pas que ce soit les meilleures opportunités du moment. GBP CAD c'est pas mal. Après l'euro AUD est reparti un peu à la hausse. Il y a peut-être des opportunités là-dessus. Si vous voulez en parler, il y a pas mal de membres. Et puis il y a Adrien et puis il y a Vincent qui font le tour de certaines de ces paires-là, qui en parlent dans leurs émissions, qui en parleront sur le forum. Mais désolé si c'est pas ma tasse de thé et si je ne prends pas le temps de passer dessus. Alex me dit bonjour, je suis dégoûté, je me suis fait sortir à 52 pips alors que j'avais un SL à 50 pips en shortant l'AUD USD. As-tu un avis sur une autre possibilité d'entrée? Eh bien si l'AUD rebondit vers 0,9680, je pense qu'il sera possible de le prendre. Quant à l'euro, je pense que sous 1,3745 on pourrait shorter une accélération vendeuse. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Bonjour Nicolas, voici une vidéo qui explique pourquoi les indices montent. Non mais je sais pourquoi les indices montent. Vous m'envoyez en plus une vidéo de Philippe Béchade avec qui je vais manger demain soir, qui est invité à la conférence FXM du 15 novembre. J'en ai discuté avec Philippe, j'en ai discuté avec Olivier Delamarche, et on se disait hier, les marchés sont débiles, les marchés montent parce qu'ils en ont rien à faire de la macro, les marchés reçoivent 75 milliards de dollars tous les mois du Japon, 85 milliards de dollars des États-Unis, de la Fed. Il y a aussi les Émirats arabes, les riches milliardaires et millionnaires qui investissent dans les marchés. Il y a de l'argent, c'est pour ça que les indices montent. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles et quand il y en a, il y a durcissement des politiques monétaires. Donc je sais pourquoi les indices montent, parce qu'on est dans un marché psychologique mené par des banques centrales. Mais je sais que ça ne durera pas. Parce que ça ne peut pas. Et vous verrez. Et c'est pas la première fois en 10 ans de marché que je mets ma carte d'analyste sur la table. C'est pas la première fois que ça dure 6 mois. Et c'est pas la première fois que je lâcherai pas le morceau. Vous pouvez toujours courir. Je shorterai l'euro et le CAC jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai un visiteur qui me dit c'est très bien, tu as un plan, mais le problème est toujours le même, c'est que tu es plus incisif quand ça baisse, mais tu es plutôt soft quand ça monte. C'est faux. C'est faux, le CAC était en pleine hausse quand j'ai fait ma vidéo short qui peut, et j'ai fait cette vidéo short qui peut pour ne pas avoir à utiliser le ton que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Ce que je pense là, je le pense très fort. Sauf qu'au quotidien, il serait débile de ma part de dire shortez le CAC, shortez l'euro, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont des traders intraday.
Donc j'essaye d'être factuel en intraday et en daily, mais ça change rien à mon avis de moyen terme, à ma pensée de moyen terme, à ma façon de voir les choses et à mon ton que j'utilise quand je parle du moyen terme qui a toujours été le même. Donc visiteurs, si vous ne souhaitiez pas suivre l'intraday, le swing, vous aviez d'autres analystes qui ont fait des superbes choses, notamment Adrian ces derniers temps, sur l'or, sur l'AUD, sur l'IBEX. Il a choisi vraiment les bons et dans le bon sens. Maintenant, si vous voulez faire du moyen terme avec moi, c'est un choix. Et ce choix, vous l'avez fait depuis un mois. Et vous savez comment faire parce que j'ai tout expliqué. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des analyses, j'ai fait des points forums. J'ai expliqué qu'on allait pyramidaliser. J'ai expliqué qu'on allait constituer une position à moyen terme sur des zones larges. Qu'on allait utiliser des zones larges. Et hier, pour la première fois, avant-hier, pour la première fois, lundi, alors que je n'étais pas là, je suis passé à 8 heures sur mon ordinateur et j'ai vendu l'ensemble des indices boursiers. Pour vous prévenir. Avant-hier. CAC, IBEX, Dow Jones, Nasdaq, SP500. Si ça c'est pas du signal, si ça c'est pas vous montrer que je crois en mon scénario, je me demande ce qu'il vous faut. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, je suis d'accord avec vous, les US, l'Europe doivent corriger au moins 2-3% et à moyen terme 10-20. Oui, d'ailleurs, pour revenir sur cette surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, je n'y crois toujours pas. Je pense que si les États-Unis chutent, l'Europe chutera, voire plus vite. Et à part l'IBEX qui surperforme, je pense que, de toute façon, non, je pense même que l'IBEX sous-performera. Si les indices US lâchent, il n'y a qu'à voir l'IBEX aujourd'hui. Quel est l'indice boursier qui baisse le plus aujourd'hui ? Adrian, l'indice qui monte le plus est l'indice qui baisse le plus. Donc l'IBEX est l'indice qui est le monté le plus. Tu as touché ton objectif à 10 000 points, c'était magnifique. Maintenant, si les indices chutent, les plus forts deviendront les plus faibles. L'IBEX en premier, le CAC ensuite, le SP par la suite. Et cette surperformance qu'on a l'impression d'avoir depuis un mois, je l'ai dit sur BFM, je l'ai dit dans mes émissions, c'est du blabla, c'est du bullshit. Jamais, historiquement, depuis 20 ans, les Européens n'ont surperformé les marchés américains plus de 3 à 6 mois. Quand je vous dis que je crois que les Européens ne vont pas surperformer les Américains, c'est bien que je me base sur des choses. Je ne suis pas juste un blablateur qui a un avis fondé sur rien du tout. Historiquement, depuis 20 ans, les indices européens n'ont jamais réussi à surperformer les États-Unis dans le temps, car les indices directeurs sont les États-Unis. Donc quand on entendait sur BFM, attention, l'Europe surperforme car elle profite de flux venant des États-Unis vers l'Europe, j'étais d'accord, ça dure un mois, ça permet au marché de tenir et de surperformer, mais ce n'est pas pérenne, et ça ne peut pas durer dans le temps. Je le redis. Bonjour Nicolas, je suis rentré sur le DAX Short 8960. Quel point de renfort à ton avis ? Eh bien, comme je l'ai expliqué ce matin, je renforcerai chacun des indices en cas de cassure des plus bas du jour. Donc sous les 8880-90 sur le DAX. Vous voyez que sur le DAX, d'ailleurs c'est marrant, vous voyez mon graphique DAX ? J'avais donné cet objectif des 9000 points. On ne peut pas dire que je ne suis pas non plus des fois factuel. On avait donné un range ici sur le DAX. On m'avait demandé quel est l'objectif. C'était le jour du 17 octobre qu'on m'avait posé cette question. Je vous avais dit, voilà, les 8750 font support. Par effet de balançoire, ça nous donne les 9000 points. 9000 points serait un superbe point psychologique, comme les 4300 sur le CAC, comme les 1750 sur le SP, etc. Pour l'instant, le DAX n'a fait que refluer sous les 9000 et toujours haussier. Mais j'ai bon espoir que la consolidation devienne une correction. Benoît me pose des questions sur l'euro CZK, il y a d'autres qui me posent des questions sur des paires croisées. Je vous l'ai dit, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est un point sur les indices et les paires en dollars. C'est short qui peut sur les indices et c'est attente de signaux et de validation sur les paires en dollars. Voilà les deux grands axes de discussion de ce morning meeting. Je n'irai pas plus loin. D'ailleurs, je voulais faire court, il est déjà 11h50, donc je vais vite abréger. Fab me dit ok.
Diamond, merci. Donc tout le monde a optimisé les ventes à ce que je vois. Jean-Philippe me dit que sur le NZD-CAD, il ne m'a pas suivi car Karen n'était pas d'accord. Voilà. Donc j'en ai parlé à Karen et je lui ai dit qu'effectivement il était pas mal quand on faisait une analyse sur le NZD-CAD de venir faire une suite de l'analyse une fois le signal validé, mais qu'il n'était pas légitime de faire une contre-analyse tout en haut quand on est pile sur le point, parce que ça ne va faire qu'une seule chose, ça va faire douter les lecteurs qui ne vont pas nous suivre et qui vont manquer une opportunité à 700 points. Paul Bourlier me dit l'AUD NZD sont deux devises qui peuvent dévisser. Alors quant à cette paire, qu'en pensez? Mais justement, l'AUD NZD n'est pas une paire à trader. Si l'AUD et le NZD chutent, vous n'allez seulement gagner que la surperformance de l'une ou de l'autre par rapport à son homologue. Si vous savez que l'AUD et le NZD vont chuter, shortez-les. Mais ne shortez pas l'une contre l'autre puisqu'elles vont ensemble. Voyons. Roby me dit salut, je te sens chaud bouillant. Bah tu m'étonnes que je suis chaud bouillant. On va les éclater les acheteurs. J'en ai marre de ces marchés, j'en ai marre de... Ça fait 3 mois que je fais des conférences, 3 mois que je passe sur BFM très régulièrement, 3 mois que j'écris sur Twitter que j'ai un avis de moyen terme, j'ai fait la vidéo short qui peut, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et si vous voulez, si je suis autant fortement agressif, fortement motivé, c'est parce que je crois foncièrement en mon scénario. Voilà, tout simplement. Jean-Philippe dit, doit-on attendre un rebond du SP pour passer à la hausse? Si vous croyez à ce scénario, celui dont je vous parle, tout rebond est à exploiter à la vente. Tout rebond du CAC est à vendre, tout rebond du SP est à vendre, tout rebond de l'AUD est à vendre, tout rebond du NZD est à vendre. Vous connaissez mon avis sur ces paires, vous connaissez plus ou moins les objectifs. Sur la livre, c'est retour à 57 voire 55. Sur l'AUD, c'est retour 93 voire 90. Sur le NZD, c'est 0,82 voire 0,77. Je parle de vente de moyen terme. Je vise ici des swings baissiers de 300 à 500 à 700 points. Je vise pas 200 pips. Hein. Donc, si je suis rentré hier sur Euro, Livre, AUD, NZD avec des stops à 100 points, c'était bien pour vous dire, ne faites pas attention à l'entrée, rentrez. C'est ça qui est important. Bonjour, peut-on prévoir un comblement de gap sur les indices? C'est possible, mais si comblement de gap il y a, ce sera bullish. Et ça me déplairait. Donc je préférerais qu'on ait un gap baissier aujourd'hui sur le CAC, qu'on n'arrive pas à le combler, et que demain on continue à partir à la baisse. Auquel cas, ça renforcera le fait qu'on a un gap de... rupture et donc une nouvelle tendance qui serait en train de naître. Quand on débute, si on veut travailler le pétrole, qu'est-ce qui est le plus facile, l'USD-CAD ou le WTI, me demande Virginie. Bah Virginie, dans ces cas-là, regardez la volatilité. De combien de points bouge l'USD-CAD tous les jours? 20, 30, 50. De combien de points bouge le pétrole? 100, 200, 300. Donc évidemment, l'USD-CAD est bien plus tranquille à trader. Alors, Phil est short en réel, bravo. Bah écoute, allons-y. Souillet me dit la hausse des produits toxiques dans les banques chinoises peut-elle être une raison de la baisse aujourd'hui? Non, parce que des produits toxiques, il y en a dans toutes les banques européennes. Tout le monde le sait, mais si ça faisait baisser les marchés, ça aurait déjà été le cas. Doberman dit, j'ai connu l'agonie des acheteurs lors de la bulle internet, c'est incroyable à quel point les gens oublient les éléments historiques clés. Je sais. Mais vous savez, l'homme est décevant et bête dans sa majorité. Si Israël et la Palestine ont construit un mur alors qu'on est qu'on est au 21e siècle, s'il y a encore des guerres en Afrique, s'il y a encore des conflits entre les deux Corées, c'est que les hommes n'ont pas retenu les leçons du passé. Donc sur les guerres, sur les crises, sur les marchés, c'est la même chose. Si l'homme apprenait de ses erreurs, on ne serait pas où on est actuellement. Visiteur dit, selon ton scénario,
comment comptes-tu optimiser tes gains? Bah c'est pas compliqué, à chaque fois qu'on cassera des supports, je renforcerai d'une position et mon but c'est d'avoir 6, 7, 8, 9, 10 ventes sur le CAC, 10 ventes sur le SP, 10 sur le DO, 10 sur l'IBEX, 10 sur l'euro, 10 sur la UD et ainsi de suite. Si je peux en avoir 3, 5, 7, 9, 12, je renforce au fur et à mesure et au fur et à mesure mon prix de revient baisse et au fur et à mesure mon stop est abaissé. C'est ce qu'on appelle la technique de pyramidalisation et si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur Google, vous tapez pyramidalisation, Nicolas Chéron, DailyFX. C'est comme pour Short qui peut, hein, j'ai déposé les brevets. Alors, je vais aller sur Google parce que j'ai un petit... Hop, tac. Pyramidalisation. Voilà, et on retrouve la vidéo pyramidalisation ici. Donc, cette vidéo et l'explicatif de comment renforcer vos positions vendeuses si la baisse devait continuer. Alors je vais le poser sur Twitter. Pour ceux qui veulent savoir comment renforcer si les scénarios baissiers se valident, vidéo pyramidalisation. À voir. Tac. Hop. Hop et hop. Bonjour Nicolas, on voit que tout descend et l'euro-dollar tient. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que l'euro-dollar surperforme, mais on n'en conclut pas pour autant que l'euro va monter. Il baissera moins vite au début, mais il finit toujours par lâcher. Visiteur me dit en gros je short tout ce qui bouge, je ferme l'ordi et je reviens dans 6 mois avec un euro à 1,20. Peut-être pas un 20. Mais un 25, un 28, pourquoi pas. Et un CAC, pourquoi pas à 3600 points. Ce que je comprends pas, c'est que vous dites que le CAC avec les réinvestissements des dividendes serait à 9000 et donc que le plus haut que son sommet de 2007. Or en 2007, il était à 6000 et avec le réinvestissement des dividendes, il serait vers 10 000, 11 000 points, donc plus haut que maintenant. Visiteur, je comprends pas très bien ce que vous voulez que je dise, mais en gros, le CAC 40 était à 6000 points avec réinvestissement des dividendes, il était à 7000 points même en 2000. Or, avec le réinvestissement des dividendes qu'on a eu pendant les 13 années suivantes, on serait actuellement vers 9000 points. Donc on serait sur des nouveaux records historiques, et donc on serait sur des niveaux élevés de valorisation, et donc on serait plutôt sur des niveaux d'achat ou des niveaux de vente? Quel niveau attendre pour rentrer short sur les indices? Les niveaux de short, ils ont été atteints hier, donc ils sont encore bons aujourd'hui. Si vous avez envie de shorter maintenant avec des stops à 150 points, vous pouvez. Si vous avez envie de shorter du CAC à 4260 avec un stop à 60 points, vous pouvez encore. Ne venez pas me demander si on baisse de 200 points d'ici la fin de la semaine, quand est-ce que vous pouvez rentrer vendeur. Vous pouvez encore, dès maintenant, rentrer vendeur avec des stops larges. Si vous avez envie de rentrer vendeur, vous pouvez, à tout moment. Il n'est jamais trop tard. Alors, il y a quelqu'un qui me dit tu n'es pas d'accord avec Karen, ça montre l'écart entre deux analystes et le fait que parfois c'est pas très positif. L'analyse de Karen n'était pas baissière, elle était factuelle et neutre, et elle était en attente d'un signal. En fait, l'analyse de Romain était un short agressif à contre-tendance, l'analyse de Karen était un short prudent une fois l'inversement de tendance court terme validé. Donc les deux alertes allaient dans le même sens, sauf que l'analyse de Romain était agressive, l'analyse de Karen était prudente. Et en fonction de ces deux profils, on attend. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple sur le CAC, le shorter agressif, c'est moi, il short hier à 4300 points. Le shorter prudent, il shortera peut-être demain sur validation des signaux baissiers. Ou bien il shortera une fois que le SP500 sera passé sous ses derniers plus hauts, pour montrer que c'était bien un fake move, un false breakout, donc un faux dépassement des plus hauts. Non, souvent nos analystes sont plus ou moins d'accord, mais on va plutôt attendre tel ou tel signal. Par exemple, moi je suis vendeur de CAC, Adrien est haussier sur le CAC, mais on n'est pas en désaccord. Lui il est haussier en journalier, et moi aussi en journalier je vois que c'est haussier.
Lui, il passera vendeur sur cassure par exemple de MM20 et des 4200. Moi, je serai aussi vendeur sur cassure des 4200. Pourquoi je suis vendeur actuel et lui ne l'est pas? Parce que Adrien, par exemple, lui fait du journalier. Moi, je fais du long terme. Or, à long terme, qu'on soit à 4003 ou à 4005, moi j'ai un haut de canal haussier, donc je short à long terme, je n'ai pas de souci avec ça. Alors que Adrien étant plutôt un investisseur en journalier, lui bien évidemment ne va pas s'amuser à shorter un indice à contre-tendance avec des stops à 300 points. Vous comprenez, c'est pas des divergences d'opinion, c'est des divergences de façon d'opérer entre un agressif et un prudent, et des différences d'unité de temps de trade entre quelqu'un qui fait du journalier et un autre qui fait du moyen terme, voire du long terme. Voilà. D'après la BNP, me dit-on, 85% des varans traités la semaine dernière étaient des calls. Alors ça, c'est absolument génial. Je vais noter le lien, c'est absolument génial. Ça montre à quel point on est en train de faire rentrer les particuliers et les gogos à l'achat sur les marchés actuels. Ça montre à quel point on est non loin d'un top majeur de marché. Les choses se mettent en place. Mike me dit, peut-on envisager une vidéo sur les gaps et comment les traiter? Je vais aller voir sur le forum s'il n'y a pas quelque chose sur les gaps, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose sur les gaps. Sinon, vous pouvez vous aussi faire des recherches. Alors, est-ce qu'on a fait un truc sur les gaps? Les gaps, présentation des gaps, interprétation des gaps. Donc là, vous avez les trois types de gaps, le gap de rupture, le gap d'épuisement, le gap de continuation. Donc voici le lien vers la fiche éducative des gaps. Vous avez aussi la théorie d'eau, vous avez les figures chartistes, vous avez les chandeliers japonais, vous avez aussi les figures techniques préférées, les indicateurs techniques des analystes. Mais pour ce faire, il faut chercher, mesdames et messieurs, ça se trouve sur le forum DailyFX dans la rubrique sélection DailyFX pour trader les marchés financiers. D'ailleurs, on a rangé la section, on a viré des informations qui ne servaient à rien, on a re-rangé dans l'ordre. Donc quand vous êtes débutant, vous lisez sélection DailyFX pour trader les marchés financiers, ensuite vous lisez se perfectionner en vidéo, et ensuite, enfin, vous posez vos questions aux experts s'il vous reste des questions. Si l'homme apprenait de ses erreurs, la bourse n'existerait plus, je crois, effectivement. Alors, il y a Henry Ford qui disait « C'est une chance que les gens ne comprennent pas notre système financier, car si tel est le cas, il y aurait une révolution demain matin. » Ça a été dit il y a à peu près 90 ans, je la connaissais, et c'est absolument génial, effectivement. Jacques Attali dit « La catastrophe est en marche, les dirigeants occidentaux font du Madoff. Est-ce que vous avez un avis ?» Mon avis, c'est que Jacques Attali est un gugus qui a dit qu'il y aurait implosion de la zone euro fin 2012, et que j'ai beau être négatif sur les indices et les paires en dollars, je ne suis pas pour autant un cataclysme. Je ne vise pas la fin du monde. Donc je suis jeune, j'ai envie que la bourse continue, je ne vise pas 1000 sur le CAC, je vise une correction légitime des indices boursiers de 30% pour pouvoir acheter à bon prix. J'évite simplement que mes clients soient les derniers à payer tout en haut, et j'essaye de faire en sorte que sur un indice comme le CAC, vous achetiez à 3000 points et vous vendiez au-dessus de 4000. D'ailleurs, Adrien avait retrouvé une analyse amusante qui datait de novembre 2011, où j'étais passé acheteur fort sur les indices quand le CAC cotait 2800 points. Donc vous voyez que je n'ai pas été toujours vendeur d'indices. C'est juste que pour moi le CAC est dans un range de long terme entre 3000 et 4000, et qu'en bas on achète, en haut on vend. Enfin c'est ce qu'on m'a appris à faire en bourse, hein. Après peut-être que je me trompe. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour shorter l'euro-dollar, notamment parce que je pense qu'il va casser les 37,50 cet après-midi. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour shorter la livre stop 100 points. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour shorter la UD stop 100 points. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour shorter le CAC, le SP, le Dow Jones stop 100 points avec un levier faible. Voilà. Donc je vous ai donné mon avis, je vous ai donné ma vidéo sur les pyramides, je vous ai donné la vidéo short qui peut pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous ai expliqué les quelques lignes fondamentales, techniques, psychologiques qui font que j'ai cet avis sur les marchés. Je vais réitérer l'ensemble de mes positions dans la rubrique analyste, avis d'analyste sur le site DailyFX, et vous retrouverez l'ensemble de mes positions avec les stops et avec les renforts sur le site d'ici 1 heure. Et sur ce, je n'ai plus rien à vous dire, et je vous souhaite simplement de bons trades,
une bonne séance et une bonne pyramidalisation. Est-ce que c'est ta voix sur la pub de BFM pour FXCM? Oui, c'est ma voix. Roby dit, quant aux 20h, on parle de crack de la bourse, il faut acheter, et le contraire. Et en ce moment, on parle d'acheter sur TF1, effectivement, Roby. Fab me dit, merci Fab, je te remercie. Sophia, je me remets au trading et il me semble qu'en juin, vous aviez prévu de mettre des PDF pour les débutants. Ils sont là. Apprendre en vidéo, guide de trading. Les vidéos, il y en a 20. Il y a 20 vidéos avec 4 quiz. Et les guides, il y a 5 guides. Et d'ailleurs, téléchargez-les maintenant, ces guides-là, parce qu'en fait, opportunité de trading 2012, les grosses erreurs de 2012 et stratégie du troisième trimestre, je vais tous les virer. Et on va mettre le guide Ishimoku de Karen, le guide d'Eliott de Vincent, et les perspectives, les prévisions du 2000 de fin d'année. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé les guides de trading, faites-le parce que je vais les retirer. Certains. Doberban, tu ne crois donc pas un possible défaut, une poussée anarchique proche? Non pas que je n'y crois pas, mais je ne l'espère pas. Sinon, il faut pas acheter du dollar et vendre des indices, il faut acheter des kalachnikovs et des boîtes de conserve. Et bon, je pense pas que ce soit dans notre intérêt. Visiteur me dit, unité de temps, il faudrait s'il vous plaît que les analystes soient mieux identifiés par unité de temps. Effectivement, c'est ce que j'essaye de répéter, c'est ce que font aussi, je pense, les autres. Donc je vous demande également d'écouter le plus possible, de nous suivre comme il se doit, de prendre aussi votre temps, 3 mois, 6 mois sont nécessaires pour découvrir DailyFX, pour tout lire, pour tout appréhender, pour apprendre, pour poser vos questions, pour comprendre que Nicolas Chéron est un agressif né, pour comprendre que Adrien Raymond est un factuel né, pour comprendre que, je sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire? Prenez votre temps aussi pour découvrir tout ça et nous ferons de notre côté plus d'efforts. Virox dit, je reçois pas la newsletter du matin. Virox, si vous avez un problème avec la newsletter, écrivez-moi un email parce que vous êtes le seul à me dire quoi que ce soit à ce sujet-là. Panthère dit, pourquoi tu vas retirer certains guides? Bah parce que les prévisions 2013 qu'on a écrit fin 2012, elles servent plus à grand chose. Et puis parce que les prévisions du troisième trimestre, vu qu'on va mettre celles du quatrième trimestre, elles servent plus à grand chose non plus. Par contre, je les supprime pas complètement. Sur le forum, par exemple, on peut retrouver dans la rubrique sélection DailyFX, vous retrouverez les guides qu'on aura retirés, et dans la section euro-dollar, mais ça d'ailleurs il faudrait que je le bouge d'endroit. Dans la section euro-dollar, il y a les prévisions, et dans les prévisions ici, vous avez tous les trimestres de toute l'année. Donc on ne supprime pas tout, mais je veux dire que pour ceux qui ne savent pas où se trouvent et qui iraient sur le site pour les trouver, bah vous écrivez là nom, prénom, email, téléphone, vous les recevez tous, et puis comme ça, il n'y a pas de souci, on n'en parle plus, vous les avez de côté, et même si je les vire, ça posera pas problème. Virox, est-ce que tu as une autre adresse à me donner pour la newsletter? Je sais pas, peut-être qu'elle est dans tes spams. Oui, tu as demandé à Tatiana, mais Tatiana elle est au service client, elle reçoit des centaines de demandes tous les jours. En plus, on a ouvert un espace FXCM sur le forum où vous êtes pas mal à poser des questions. Donc Tatiana, elle essaye de se dédoubler, mais elle n'y arrive pas toujours. Donc envoyez-moi un email avec ça et on en discutera ensemble. Olivier me dit, peut-on télécharger les webinaires et les vidéos? Pourquoi faire? Vous voulez les poster sur votre blog, sur votre site? Vous voulez les poster sur votre page YouTube? Si vous voulez récupérer une vidéo, demandez-la moi, on verra ce qu'on peut faire. Sinon, il y a des vidéos sur internet qui expliquent comment on extrait des vidéos de YouTube. Moi, je ne sais pas le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, de bons trades et que la force soit avec les bières.